Thierry Mugler, Jean-Paul Gaultier, Christian Lacroix enserrent à nouveau le corps des femmes, créant ainsi un engouement dont la rue s'empare. Le corset du XVIIIe siècle est taillé dans une étoffe précieuse. L'envers assez grossier fait de toile écrue piquée et ne comprime plus les seins. Pour donner de l'aisance, des basques sont entaillées sur les hanches. Noué à l'arrière, il nécessite l'aide d'une domestique. Seuls les tailleurs avaient le droit de confectionner le corset, et ce, malgré les protestations des couturières. L'accès du tailleur à l'intimité des femmes engendra nombre d'anecdotes assez lestes. La Révolution de 1789 bouleverse l'ensemble des structures sociales, politiques, juridiques et religieuses. La monarchie est balayée, et avec elle les signes régaliens du pouvoir. Symbole de l'aristocratie, le corset est proscrit par les révolutionnaires. À être prise corsetée, on risque sa tête. Les femmes sont tiges des tenues de soubrette. Un petit corset passé sur la chemise. Peu avant la Révolution, les femmes affichaient déjà dans leur habillement la simplicité paysanne exaltée par la pensée philosophique du siècle des Lumières. Les chemises, passées sous un simple caraco, évoquent la robe que portaient 2 siècles plus tôt déjà la jeune fille au miroir du Titien. Sous Louis XVIII, avec le retour de la monarchie, le corset passé à la trappe à la Révolution revient en force avec le nouvel ordre moral. On attend de la femme qu'elle soit une bonne mère et une bonne épouse. Pour la première fois de son histoire, le corset devient sous-vêtement. Encore plus despotique que celui du XVIIIe siècle, il emprisonne les seins dans des godets et comprime les cuisses. Rembourré au niveau des hanches, il donne à la femme des rondeurs généreuses. Il s'enfile sur la chemise et se porte sous la robe. Il se ferme à l'arrière par un système qui permet à la femme de s'habiller seule. C'est le corset à la paresseuse. Ghislaine Rayer, collectionneuse passionnée, a pu réunir des pièces de lingerie de 1820 à nos jours. Elle expose régulièrement ses trésors en Europe et les musées lui empruntent ses pièces les plus rares. Donc là, vous avez un corset 1820. Alors, c'est pas d'une grande richesse au niveau de la technique. Vous avez donc un busque qui est assez large et qui a l'avantage de soutenir un petit peu, d'aplatir le ventre. Et sinon, vous avez donc sur l'arrière les petits œillets qui sont en os, parce qu'à l'époque, les œillets métalliques n'existaient pas. Donc ça, on va dire que ce sont les prémices du corset. Dans ce tableau de Corot, le corset détermine la silhouette de la femme en bleu. Il est orné de dentelles que la fabrication mécanique a mis à la portée de toutes les femmes. Nana, peinte par Manet, nous donne à voir ce que porte la femme en bleu sous sa robe. Du joli, du raffiné. Ça correspond un petit peu aux critères du corset que l'on aime, c'est-à-dire la finesse de la taille, extrêmement travaillée. Vous voyez toutes ces démarques. Donc ça, c'est quand même un grand travail de couturière. Vous avez donc le tissu qui est un brochet qui est vraiment très très beau. C'est bien ouvragé, il y a une belle petite blonde, il y a le petit nœud de satin. Donc ça correspondait déjà à une femme du Second Empire, fin Second Empire. Et c'était vraiment tout ce qu'on peut dire qu'il y a de plus beau. À cette époque-là, effectivement, le corset servait également de soutien-gorge. Mais vous avez des périodes où le corset arrive juste en dessous de la poitrine. En fait, le corset est toujours à la base de la mode. Donc, si vous avez un décolleté d'une certaine façon, c'est le corset qui, lui, a donné, si vous voulez, ce décolleté. Manière de bien mettre son corset, figure 1. Placer le corset après l'avoir élargi autant que le permet la longueur du lacet. Figure 2. Descendre le corset très bas sur les hanches et sur l'abdomen. Figure 3. Fixer les jarretelles et les tenir très tendues de la main gauche. Tirer le corset par le bas tout en remontant la chemise de la main droite. Le maintien du corps corseté fut longtemps assimilé à la bonne tenue féminine. Au tournant du siècle, le corset transforme la femme en une liane sinueuse. Il prend des couleurs tendres et s'orne de motifs floraux. Une majorité de femmes pensent que le corset soutient les seins et empêche l'abdomen de se déformer. Alors,
que la médecine ne cesse d'en dénoncer les méfaits. Elle reproche au corset de cambrer excessivement les reins en appuyant durement sur le ventre. Les femmes s'évanouissent. La publicité de l'époque s'en défend. Le corset, le furet, maintient, mais ne comprime pas. De la Begum aux stars hollywoodiennes, la maison Cadol a corseté les femmes les plus célèbres du monde. C'est Herminie Cadol qui crée la marque à Paris avant de s'exiler en Argentine. Poupie Cadol est la 5e du nom à tenir la légendaire maison. Herminie Cadol, qui a été l'ancêtre et le chef de file de la famille, était une corsetière qui n'aimait pas la mode des corsets. Elle était assez cultivée et elle s'était liée avec Louise Michel. Et ses liens avec elle étaient très amicaux et il s'est trouvé qu'elle était entraînée dans le flot de la révolution de la Commune. Et elle s'est conduite de façon si violente avec cette espèce de compagnonnage des corsetières lingères qu'elle a été exilée et bannie de France. Elle était féministe et aimant les femmes, elle a voulu libérer les femmes du corset et protéger la poitrine. Et elle a eu l'idée de couper le corset en deux et de faire une protection et un soutien pour la poitrine. Donc elle a inventé le soutien-gorge à ce moment-là. Par exemple, là vous avez la reconstitution exacte du soutien-gorge d'après le brevet qui a été fait en 1889. Et elle a présenté ce soutien-gorge en inventant l'armature, c'était un fanon de baleine à l'époque, en inventant l'armature, en faisant quelque chose qui paraît étrange maintenant, en donnant du rond à la poitrine. Alors elle a coupé pour libérer le plexus solaire. Elle ne devait pas savoir que ça s'appelait le plexus solaire à l'époque. Et son premier slogan publicitaire, c'était un corset hygiénique, pour l'hygiène, qui était une notion totalement nouvelle dans les mœurs. En réalité, un brevet avait déjà été déposé en 1886 en Angleterre, sans doute imaginé par un buveur de thé, probablement obsédé par sa passoire. Le soutien-gorge ne s'imposera pas immédiatement. Il va pourtant devenir universel. Les femmes ne s'en passeront plus jamais, excepté le bref épisode des années féministes en 1970. Dans un premier temps, il est critiqué, coupant, paraît-il, les femmes en morceaux, mais s'impose par nécessité lors de la Première Guerre. Aujourd'hui, il se montre, il s'expose, il devient couture, tel le bustier arrogant fait de satin matelassé au bonnet pointu créé par Jean-Paul Gaultier pour les tenues de scène de Madonna. En 1910, les femmes convenables restent prisonnières de tout un attirail de sous-vêtements, véritables carcans dont la rigidité, la complexité sont propres à protéger leurs vertus. Leurs maris, en bons bourgeois qui se respectent, se doivent d'avoir une maîtresse attitrée, une petite poule. À elle, la lingerie fine et coûteuse. Oh, mais dis donc, mais c'est pas une petite poule, ça. Non, c'est une tourterelle. Oh, ce que tu t'y connais en histoire naturelle, tu vois. Alors t'as jamais vu une fontaine, non? Eh ben, regarde-moi. Pour la première fois, la lingerie revêt une connotation péjorative et elle est réservée aux cocottes. Ah, c'est très joli. La clientèle de mon aïeul et la clientèle de Marie était une clientèle essentiellement de grandes cocottes. Parce que la lingerie à l'époque, qui pouvait se voir, était portée par des femmes du demi-monde. Elle séduisait les hommes, c'était impératif d'avoir une maîtresse connue. Et toutes les grandes demi-mondaines de l'époque, les cocottes, la Belle Otero, Cléode Mérode, Yann de Pougy, etc., qui étaient des femmes somptueuses, elles avaient besoin de dessous. Et la lingerie n'était pas très bien vue à l'époque. C'était les cocottes qui montraient leur lingerie. On était obligé d'envoyer notre chasseur que nous avions devant la boutique pour aller chercher le corset que la Belle Otero avait laissé chez Maxim's. Parce que tous les soirs, la Belle Otero draguait un grand-duc russe ou un grand prince ou le roi Édouard VII. Et évidemment, elles pouvaient dégrafer leur corset, mais elles ne pouvaient pas le ragrafer. La guerre de 14 fut une révolution autant qu'une guerre et changea profondément les mentalités. Les hommes partis au front, les femmes prennent la vie quotidienne en main et le bleu de travail qui va avec. Pendant 4 ans, elles vont trimer à la voirie, à l'usine, comme au champ. Ces besognes qui font appel à la force physique impliquent une liberté de mouvement peu compatible avec le port du corset.
On l'abandonne dans toutes les couches de la société. Il serait en effet de mauvais goût de se préoccuper de ses dessous et de ses toilettes quand tant de femmes se retrouvent veuves. Les femmes réclament les mêmes droits civiques que les hommes. Elles vont militer pendant 25 ans avant d'obtenir le droit de vote. Là et là. Laissez-vous chatouiller. Assez. Après la guerre, les femmes affirment leur autonomie en se faisant couper les cheveux comme les garçons. Le corps aussi est libéré des contraintes. Seule une petite combinaison rappelant la chemise des temps passés isole la peau des vêtements. Le couturier Paul Poiret sera l'initiateur de la nouvelle silhouette féminine. Dessinateur chez Worth, il avait ouvert dès 1904 une modeste maison de couture. Avant même l'exotisme importé par les ballets russes, il a renouvelé la gamme des coloris et substituant au ton pastel des tons qui font chanter. Même si ses robes ne sont destinées qu'à une classe privilégiée, il aura radicalement révolutionné la mode. Il s'inspire d'époques où la femme subissait le moins d'entraves, la mode du directoire et de l'empire. Car jamais la mode ne fut plus adaptée aux rêves des femmes que sous le directoire. Les belles triomphaient, épurées, diaphanes, exquises dans leur antique simplicité. Cette mode s'accordait à la très grande liberté des mœurs qui avaient cours alors. Elle laissait voir les formes du corps au travers des linons et des batistes, ne gênait pas les mouvements pour la danse, passe-temps favori de cette époque. Parallèlement, l'Empire conservait bien des lignes du style directoire. Les élégantes s'habillaient de robes longues, ceinturées haut sous les bras par un ruban étroit. Après la restauration de l'industrie textile par Napoléon en 1808, les tissus lourds remplacèrent le linon aérien. Sous le directoire déjà, la femme avait appris des déesses antiques l'art savant du drapé et le secret d'être vêtue sans rien cacher de sa grâce. Quand on prie, ma chère, je n'en veux pas. Pour la politique, ça n'est pas joli, ça ne va pas, c'est pas assez jeune. Alors, Dans la ligne de Poiret apparaît une femme qui va marquer son époque. Coco Chanel impose définitivement un nouveau style de femme. Sa conception de l'élégance inclut de nouvelles valeurs de confort pour des femmes de plus en plus actives. La seule idée du corset la révulse. En villégiature sur la Riviera, Mademoiselle Chanel dira « J'ai rendu au corps des femmes sa liberté ».